Welcome to all our participants. Bienvenue. Bienvenue à tous et toutes, vous tous participants à cette rencontre de haut niveau sur le rôle leader de Regions 4 pour cette adaptation au climat et à la résilience dans le cadre de cette rencontre organisée par les gouvernements régionaux, la communauté régionale des Andes, le Scadi, Lombardie, la Catalogne, les Flandres. Could I request that the speakers just mute themselves, please? Je vais demander aux intervenants d'éteindre leur micro. Les partenaires dans cette course à la résilience sont le laboratoire basque, l'Assemblée des régions européennes, les gouvernements locaux, les autorités municipales, les constituants CDP. Nous reconnaissons le soutien des gouvernements de Flandre et de la Catalogne, soutien économique. Mesdames et messieurs, je suis Susan Chomba, je suis la directrice de l'Institut et ambassadrice mondiale de Race to Resilience, Objectif Résilience, qui regroupe, agglutine tous les champions contre le changement climatique. Bienvenue à tous les orateurs de ce panel. Ils sont nombreux à être venus de très loin, mais d'autres le font depuis le pavillon de multiniveau de Glasgow. Vous avez de l'interprétation simultanée en français, anglais et espagnol à votre disposition. Sur l'écran aussi, vous avez eu le choix, la possibilité de choisir l'interprétation simultanée que vous souhaitez entendre. Cet événement, cette rencontre est une des nombreuses rencontres organisées par les gouvernements locaux avec le COP en ciblant l'adaptation climatique et la résilience. Un apport important à cette campagne de résilience en mettant en avant l'engagement des régions avec l'agenda Regions Adapt et Regions 4. C'est une initiative de poids très importante qui incorpore une série de régions fortes, consolidées pour développer, mettre en place et assurer les actions de résilience. Nous allons en présenter ici quelques-unes essentielles. Nous allons aussi lancer la déclaration COP26 des gouvernements régionaux et le rapport de Regions 4 reprenant les leçons apprises, les bonnes pratiques des gouvernements régionaux ces 5 dernières années et reprenant aussi les initiatives de Regions Adapt. Mesdames, Messieurs, nous savons qu'en ce moment, le monde est poussé à bout. Les derniers rapports d'IPC ne laissent plus de place à une marche arrière. C'est irrévocable. Le changement climatique va provoquer des changements sans précédent qui vont toucher toutes les régions du monde. Et la situation empire à toute allure et intensifie des tendances qui, en ce moment, sont déjà irréversibles. Cette décennie est celle que nous avons devant nous pour atteindre la neutralité climatique et pouvoir mettre en place les objectifs de réduction d'émissions de l'accord de Paris. Nous n'avons plus le choix. Nous avons une accélération obligatoire pour construire la résilience. C'est la raison pour laquelle COP26 doit signifier un point d'inflexion pour que les leaders du monde intervenant tous ensemble puissent avancer dans la voie que nous souhaitons. Le nouveau rapport sur les objectifs de développement durable parle de l'importance des importations nationales. Et nous voulons éviter cette augmentation de la température de 2,6 pour l'année 2030. Donc, COP26 est un moment clé, est un noyau dur pour accélérer l'action au niveau global.
et pour mettre en lumière le potentiel de 26 gouvernements régionaux. Dans cet événement, pendant ces rencontres, nous avons le privilège de souhaiter la bienvenue à 11 régions leaders de partout dans le monde pour qu'elles partagent, depuis leurs différents contextes, la façon dont elles ont relevé le défi si ambitieux. Nous avons 3 éléments forts dans l'agenda à l'ordre du jour. D'une partie, le leadership pour l'adaptation, la résilience des gouvernements régionaux. Ensuite, les recommandations émises par ces gouvernements pour construire la résilience et accélérer les défis que nous devons relever au niveau du changement climatique et augmenter les ambitions, les aspirations des gouvernements régionaux dans Regions for. Mesdames et messieurs, en ce moment, j'ai parlé de ces 3 points clés parce qu'ils décrivent très bien le rôle que doivent jouer les gouvernements régionaux en adaptation et résilience. Chacun des orateurs dispose de 4 ou 5 minutes. Et le premier qui va intervenir sera M. Gonzalo Muñoz, qui est le porte-parole du changement climatique au Chili, représentant aussi à l'ONU, qui va nous parler de l'innovation environnementale au Chili, dans son pays. Et le Chili veut cibler un avenir sans gaspillage. Et il va parler d'actions multiniveaux. Soyez le bienvenu, M. Gonzalo Muñoz. C'est une question pour vous. Très bien. Merci. Merci, chère Suzanne. Je tiens à remercier d'abord Regions for et les leaders de Regions, Madame Natalia Uribe. Merci beaucoup pour le travail que vous faites en incluant toute cette activité que vous réalisez dans les médias, les réseaux sociaux, pour élever le ton de la conversation, pour que nous puissions avancer. En réalité, merci à toute l'équipe des Regions for qui ont été des partenaires extraordinaires pour notre travail. Et je parle de l'équipe nationale, de l'équipe régionale. Je tiens à remercier tout particulièrement Suzanne. J'ai dit à Natalia que j'ai participé à beaucoup de tables rondes et j'ai pu connecter avec énormément de personnes. Et c'est formidable de voir la capacité que nous avons en étant à chaque fois inclusif. C'est la première fois que la modératrice se dirige à nous de façon virtuelle et cela prouve que Suzanne est une authentique ambassadrice de cette course vers la résilience. Mais elle prouve aussi qu'elle a cet esprit résilient. Elle réussit à nous rejoindre. Même si nous regrettons ta présence. Bien évidemment, je remercie le gouvernement de l'Écosse, la région de Lombardie pour tout son leadership dans cette course à la résilience. Nous savons qu'en ce moment, nous passons de la négociation à l'action et à la mise en place. C'est pour cela que nous sommes ici. La COP 26 nous a montré comment nous pouvons identifier les leaders qui réalisent les actions dont nous avons besoin en ce moment et comment ils lancent un appel à d'autres pour qu'ils les rejoignent. Et les gouvernements régionaux, bien sûr, font de même. Nous ne sommes pas, nous ne parlons pas, non, nous sommes à la tête de ce dialogue, de cet échange. Et nous sommes en compétence d'une façon formidable pour introduire davantage d'ambition et d'attentes plus élevées. Nous voyons ici que Regions for a pris l'engagement de développer, mettre en place et améliorer l'impact des actions résilientes et ses plans d'action. C'est ça le leadership que demande COP26, les villes, les régions, les sous-régions. Pour l'avenir, nous avons des actions bien précises pensées et ce rôle de ces champions de l'environnement. Et nous espérons être bien représentés avec ce leadership des acteurs régionaux. Aujourd'hui, nous lançons une des nouvelles actions pour cette amélioration dans mon pays, plus précisément. Mais nous avons d'autres actions que nous avons vues aussi au Japon. D'autres personnes ici nous l'ont montré, en Australie, le Brésil.
Et nous avons des représentants du Brésil qui sont venus nous rejoindre. Et eux, ce qu'ils font, c'est matérialiser la capacité des régions qui ont encore de l'ambition plus grande encore. C'est de ça dont il s'agit ici, d'ambition. Il nous faut des gouvernements alignés, mais certains sont plus progressistes que d'autres. Et quand nous parlons de gouvernements, parfois ils ne font pas toujours ce que nous attendons d'eux. Et qu'il faut aller au gouvernement régional pour avoir du mouvement à l'avenir. Nous avons aussi une action très importante aujourd'hui dans COP26 relative à toutes ces régions qui vont se réunir pour débattre sur le changement climatique. Et nous voyons que nous avons aussi la première ministre d'Écosse représentant beaucoup d'autres régions du monde parce que c'est le moment. Regions 4 porte l'étendard de la résilience, de l'effort exigé, demandé, un effort qui est effectif. Et nous avons aussi une série de messages d'action. Ce n'est pas seulement correct, c'est intelligent. Voilà, nous en sommes au moment d'envoyer le message de l'urgence. Mais aussi, ce qu'il faut faire, c'est être responsable des décisions adoptées, rendre des comptes. Et nous voyons qu'ici, il y a des centaines de conversations qui sont passées entre les différentes personnes. Force est de parler de la responsabilité. Personne ne doute ici de la capacité des régions, des gouvernements sous-nationaux pour pouvoir mettre en place les objectifs de l'accord de Paris de façon intégrale. Et ils ont la capacité non seulement de respecter l'accord de Paris, mais d'augmenter au niveau global leurs ambitions et leurs attentes, de sorte qu'il n'y ait aucun gouvernement qui ne soit en arrière, qui ne reste en arrière. Jeudi, nous allons entendre un engagement massif d'engagement et nous verrons que d'autres régions vont se connecter à cette course pour la résilience. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gonzalo Munoz. Bien, vos paroles ont été inspiratrices avec le rôle de ces ambitions. Nous allons donner la parole maintenant à Madame la ministre Arantxa Tapia, Maria Arantzazu Tapia, ministre de l'économie, du développement, de la durabilité et de l'environnement du gouvernement basque et des régions fortes. Bon après-midi. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous en personne. Et en ma qualité de présidente de Regions 4 et représentante du gouvernement basque. Il est temps de donner sa voix à une communauté grande, vaste et globale de gouvernements régionaux et de travailler au quotidien pour le développement durable de nos territoires et pour l'avenir de la résilience de notre planète. C'est un plaisir de former partie de ce panel avec une série d'alliés clés, essentiels pour notre travail. Nous avons entendu M. Munoz qui a dû partir tout de suite. Et nous avons ici Madame la ministre d'Écosse, ministre pour l'Environnement et la réforme du territoire, Madame Mary McCallan. Et ça, c'est la preuve que de ce pavillon multiniveau où nous sommes aujourd'hui, le premier de l'histoire du système climatique de COP. Ce COP26, dans le COP26, nous, les gouvernements régionaux, nous représentons le 50% de l'économie mondiale avec des gouvernements locaux et régionaux qui appliquent aussi les mesures de mitigation pour le changement climatique jusqu'à 80 et 90% des mesures d'adaptation. Donc, nous avons des attentes très élevées, très fortes par rapport à cet événement et aux négociations, à tout ce qui va être décidé ici cette semaine. De nouveau, ce que nous faisons ici, c'est mettre notre savoir, nos outils, notre engagement à la disposition des Nations unies
des partis qui est la structure pour avoir une gouvernance à multiniveau où toutes les voix peuvent s'entendre. C'est la raison la plus importante pour laquelle nous devons travailler. À travers des réseaux comme Regions 4 et des initiatives comme Regions Adapt et la course pour la résilience, ce que nous avons fait, ça a été concevoir, dessiner des actions clés. Nous avons déployé le potentiel de la collaboration à plusieurs niveaux, ce qui est franchement très important pour la résilience climatique. Nous voyons ici que les gouvernements régionaux sont à la tête de solutions qu'ils développent spécifiques pour eux, mais qui peuvent être appliquées, reproduites dans le reste du monde. Au Pays Basque, par exemple, nous avons réalisé des actions climatiques ces dernières années et nous en sommes à un moment clé, comme par exemple un monde de transition énergétique. Nous sommes en train d'approuver un cadre de normes, un cadre législatif pour la mitigation qui va donner un statut légal à l'objectif d'assurer la neutralité climatique et la résilience pour l'année 2050. Depuis l'année 2015, chaque année, nous avons mis en place dans notre pays une série de projets innovateurs pour le gouvernement. Et après, que nous avons construit au Pays Basque, avec d'autres administrations, avec nos savoirs. Et nous voyons qu'il faut lancer des projets transformateurs comme le UVA Climate 2050, qui a été déjà lancé en 2019, mais qui prétend améliorer l'environnement urbain dans un délai de 6 ans. Au sein du leadership des gouvernements régionaux, cela peut inspirer des adaptations nationales, des plans, des actions, des engagements et augmenter les solutions de cette coopération entre gouvernements régionaux et nationaux et en trouvant des mécanismes financiers pour ces actions climatiques. Nous pourrons planifier au mieux, augmenter notre effectivité et réduire la vulnérabilité climatique en intégrant les adaptations climatiques dans d'autres agendas globaux, politiques, sectoriaux, comme par exemple ce qui touche à la biodiversité. Nous allons améliorer les conditions des communautés les plus vulnérables ainsi que les écosystèmes. Et ce que nous allons mettre en place, ce sont des actions cohérentes avec le changement climatique. Nous devons assurer que cela se fait dans tous les pays, dans toutes les régions. Et aujourd'hui, Regions 4 présente un rapport bref d'un événement de haut niveau. Et cela donne aux gouvernements régionaux, avec une évidence scientifique, des recommandations clés pour co-créer et co-concevoir une transition vers les économies résilientes et sans laisser personne en arrière. Merci, merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Madame Tapia. C'était important de pouvoir mettre en lumière toutes ces solutions qui peuvent être appliquées partout ailleurs avec de la volonté. Notre oratrice suivante est Madame la ministre pour l'Environnement et la réforme du territoire d'Écosse, Mary McCallan, qui nous rejoint depuis le pavillon. Quel est le rôle spécifique que, d'après vous, les gouvernements régionaux doivent assumer pour augmenter nos exigences? Et quelle serait la définition du succès? Nous donnons la parole à Madame McCallan. Vous m'entendez? Merci. Bonjour à tous. Je remercie notre présidente. Je suis ravie d'avoir rejoint ce panel ici avec ces invités si distingués et de pouvoir leur souhaiter la bienvenue dans cet événement qui célèbre le rôle leader de Regions 4. Parce que je suis d'Écosse, et l'hôte
de cette journée. Tous ici, nous sommes conscients de l'importance de l'appel, de la convocation de cette année, et nous devons la maintenir et maintenir les objectifs de l'accord de Paris par rapport à la température de la Terre et d'autres aspects aussi, parce qu'il y a une série d'impacts évidents, le changement climatique que nous subissons en ce moment. Il y a toute une série de rapports scientifiques récents et sérieux qui nous font comprendre l'impact de ce changement climatique et l'accélération qui en découle. Tout cela montre pourquoi les actions sur l'adaptation et la résilience sont quelque chose d'obligatoire. Et bien évidemment, les gouvernements doivent non seulement s'engager à entreprendre des actions plus importantes, de plus de poids, mais aussi à les financer. Et ils doivent reconnaître l'importance du travail fait conjointement entre commerce, tissu entrepreneurial. Ici, en Écosse, nous le savons déjà, et il nous faut construire une résilience par rapport au changement climatique. Dans notre programme d'adaptation de 2019, ce que nous avons fait, ça a été élaborer plus de 127 politiques pour construire cette résilience. Connaissant l'importance de l'inclusion des communautés d'une façon juste et sans que personne ne soit écarté. Bien évidemment, nous avons incorporé un chapitre pour le financement et la gestion, quelque chose tout particulièrement important quand nous avons vu ce qui se passait avec les effets de la pandémie COVID-19 en Écosse. Nous sommes absolument décidés à poursuivre ces déclarations à l'échelle gouvernementale. Nous savons que notre responsabilité va bien plus loin que nos frontières nationales. Et en tant que panéliste ici à COP26, on m'a demandé d'analyser la manière de percevoir des fonds. Parfois, nous voyons qu'il y a des régions qui ne peuvent pas calculer économiquement les besoins qu'elles ont. C'est-à-dire, il faut le faire séparément. Et il faut aussi ajouter un chapitre de frais additionnels au financement consacré au changement climatique. Nous parlons d'1 million de livres apportés à ce que sont les objectifs de résilience, quelque chose qui recouvre les communautés les plus petites, qui parfois doivent faire face à des pertes et des dommages. Et nous voyons que la quantité d'argent nécessaire n'a pas toujours été employée pour faire face à ces besoins. Bien évidemment, c'est quelque chose qui doit changer à l'avenir. Quoi qu'il en soit, on peut et on doit faire davantage. Le COP26 doit naître un accord global. Et nous devons avoir des interventions catégoriques pour arriver à l'adaptation avec des actions à plusieurs niveaux. C'est quelque chose d'essentiel. Il ne faut pas seulement parler de 50% d'actions qui doivent être réalisées et matérialisées au niveau régional et national. Elles doivent l'être aussi dans la plus petite des communautés de nos territoires. Et nous devons impliquer à fond les citoyens pour qu'ils soient conscients de leur rôle dans le progrès de tout ce projet. COP26 doit être un catalyseur qui permettra au gouvernement de tous les niveaux de maximiser leur potentiel et d'être responsables de leurs actions. Bien sûr, nous avons ici une action à multiniveau qui a été lancée pas seulement par la Lombardie et l'Écosse, mais par toutes les régions qui sont ici présentes, ces gouvernements sous-régionaux. Nous parlons de l'augmentation des ambitions dans ce COP26. Nous voyons bien sûr que tout cela doit être matérialisé dans des déclarations qui ne peuvent pas être de simples déclarations. Non, les gouvernements nationaux doivent accompagner ces déclarations d'actions de grandes ambitions et de leur collaboration et de la collaboration des gouvernements locaux, nationaux. C'est quelque chose que nous devons lancer dès le
dès le premier moment. Et nous voyons maintenant que nous parlons de la réduction des missions pour l'an 2045 d'une façon absolue. Nous avons l'objectif pour 2030. 2030, une réduction de 70% doit être atteinte. Et pour cela, nous avons élaboré une série de campagnes en partant des initiatives de Regents Adapt. Et ce que nous faisons en ce moment, c'est mobiliser tous les agents sociaux depuis le gouvernement à tous les niveaux sociaux, mais le gouvernement doit démontrer leur engagement avec nous en nous rejoignant dans nos campagnes. Je tiens à remercier Regions for de nous avoir réunis tous ici aujourd'hui. J'espère que cet après-midi vous intéressera en analysant, en débattant. Et une réflexion, une dernière réflexion sur le fait qu'en ce moment, nous avons des défis à relever. Mais nous ne pouvons pas les relever seuls. Nous devons le faire d'une façon transfrontalière. Nous devons relever ces défis avec la coopération des différentes organisations. Et dans les 10-15 années qui viennent, nous devrons travailler tous ensemble en coopération en tant que leaders régionaux, locaux et nationaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Mary McCallan. Ça a été un appel à l'action, à la collaboration contondant. Nous remercions aussi l'Écosse d'avoir apporté ces fonds. Et je tiens à remercier nos orateurs de haut niveau. En ce moment, nous allons passer une perspective bien précise des expériences et recommandations que chacune des régions apporte pour construire la résilience. Ici, nous avons déjà capté une série de leçons apprises qui ont été résumées par la secrétaire générale de Regions for, Natalia Uribe. Natalia, par rapport pour les orateurs suivants, j'aimerais que tu me laisses te poser une question. Le programme de Regions for et le programme de Regions Adapt, comment peuvent-ils augmenter vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi dans cet événement de haut niveau que Regions for a organisé avec un grand nombre de partenaires pour montrer comment les régions sont les leaders du changement et que c'est pour cela que nous sommes ici à COP26. Nous voyons que les régions ont assumé le leadership d'une façon globale à cause de la capacité qu'elles ont d'influencer, d'être exemple, d'augmenter les ambitions et d'inspirer les changements au niveau locaux, nationaux et internationaux. Les régions ne sont pas une série d'acteurs non étatiques clés. Non, ce sont aussi des gouvernements clés très importants qui représentent des millions de citoyens partout dans le monde. Nous démontrons que nous avons la capacité de lidérer ces changements et nous pouvons apporter des solutions faisables et passer à des économies et des territoires plus résilients. Quand j'ai rejoint Regions Adapt, le gouvernement de la Catalogne et de Rio de Janeiro, nous l'avons fait convaincu que l'adaptation devait avoir plus de place dans l'agenda global et avec la condition aussi que les régions jouent un rôle absolument reconnu et travaillent à cette adaptation. Alors, Regions Adapt a été la première initiative globale pour mobiliser l'engagement global, pour inspirer et soutenir les gouvernements régionaux dans le développement de stratégies pour leur adaptation et pour accélérer et mettre en place des actions, des adaptations et aussi pour élaborer des rapports sur les progrès qui se font année après année. Les 5 dernières années, nous avons été témoins de plus de 50 plans d'adaptation provenant de toutes les régions du monde. Et nous parlons de plus de 130 actions d'adaptation desquelles nous avons reçu le document correspondant. Et ces années, nous devons faciliter l'échange d'opportunités, d'apprentissage, de leçons
à travers le travail de collaboration avec l'action climatique globale, nous voyons que grâce à cette participation à COP26, nous avons pu augmenter la visibilité, la participation et la présence des gouvernements régionaux. En ce moment, nous avons une communauté de 76 gouvernements régionaux qui représentent plus de 100 millions d'habitants de partout dans le monde. Et en ce moment aussi, nous construisons des capacités pour l'adaptation de chacune des régions. Nous avons aussi une stratégie complète qui passe par des coopérations entre égaux, entre collègues au niveau régional, au niveau des communautés. Et surtout, dans cette campagne pour la course à la résilience. Nous voyons aussi qu'en ce moment, nous sommes ravis de voir que cette course à la résilience existe. Nous sommes un partenaire officiel. Nous avons amené d'autres régions à nous rejoindre. Si nous voyons les apports qui ont été faits les 5 dernières années par les gouvernements régionaux, les leçons apprises, eh bien, ce que nous avons fait, c'était tout unir dans un rapport qu'ils amalgament. Et nous avons ici la preuve de comment les différentes régions accélèrent le cours, la poussée de leurs ambitions. Ce rapport a été lancé aujourd'hui. Vous pouvez lire toute cette information sur le site web. Je tiens aussi à remercier le Centre basque pour le changement climatique, le gouvernement des Flandres, le gouvernement basque, parce qu'il montre comment nous bougeons depuis l'engagement jusqu'aux actions réelles. Et nous voyons que ce qui est mis en lumière, c'est cette ambition, en ce sens que nous développons des stratégies qui, à chaque fois, sont plus intégratives, inclusives et impliquent l'engagement d'acteurs de différents secteurs, primaires, académiques. Nous voyons qu'elles sont plus inclusives, ces pratiques, et que personne n'est rejeté et qu'elles sont à chaque fois davantage connectées aux objectifs du développement durable. Nous voyons que les régions sont le chaînon stratégique, le lien stratégique pour vertébrer, structurer des politiques, montrer des cohérence dans les politiques sectorielles. Nous avons vu aussi des solutions concrètes pour lutter contre la déforestation avec des stratégies globales qui impliquent des secteurs de production qui sont les moteurs de la déforestation, en avançant aussi dans les énergies renouvelables, en faisant prendre conscience à la société et en trouvant au bout du compte des formules innovatrices d'assurer ces actions pour le climat. Nous avons très envie d'entendre d'autres exemples qui vont être présentés aujourd'hui par leurs acteurs et Regions Ford est tout à fait engagée à soutenir les régions pour être leurs catalyseurs. Nous vous donnons la bienvenue à quiconque viendrait nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup, Natalia Uribe. Nous avons maintenant María-José Sanz, qui est la directrice du Centre basque pour le changement climatique, BC3. Tel que Natalia a dit, elle a collaboré avec Regions Force. Et pour vous, María-José, pour le rapport de Regions Force, quels sont les piliers clés d'action que les gouvernements régionaux ont choisis pour rendre matérielles leurs ambitions? Mais nous voulons entendre votre opinion à ce sujet. Bonjour. Bonjour à tous. J'aimerais remercier Regions Ford de me donner la possibilité de partager ce temps avec vous. J'aimerais présenter une réflexion d'une série de points clés qui sont essentiels en ce moment, maintenant que nous avons mis l'adaptation à un niveau très important. La pandémie va répercuter aussi sur la capacité que nous avions de planifier depuis
2017, surtout dans des pays vulnérables. Nous voyons qu'il y a un changement. Et nous sommes en train de vivre le changement climatique. C'est inévitable. Et en même temps, nous avons vu que nous ne pouvions pas prédire des phénomènes extrêmes en Amérique, en Europe, en Chine, c'est-à-dire 360 degrés de la géographie. Il y a des événements partout. Nous voyons qu'il y a des impacts partout dans le monde. Alors, plus que jamais, nous avons besoin de nous adapter pour être plus résilients. L'adaptation est une obligation. C'est l'autre face de la médaille. Il ne pourra pas y avoir de mitigation si nous n'assumons pas que nous sommes vulnérables au changement climatique. L'accord de Paris a laissé clair que nous devions adopter une forme d'action globale pour l'adaptation. Mais l'adaptation se fait au niveau global. C'est quelque chose de granulaire. Ajouter ça à ces objectifs globaux, c'est quelque chose de simple à faire. Et il est dangereux de penser une adaptation partout dans le monde allant du haut vers le bas. Au contraire, tout doit partir depuis la base, depuis les communautés locales. Le premier passage, cette ambition de cette adaptation au niveau global, est d'entendre, de comprendre ce que signifie cette ambition croissante. Nous ne savons pas encore. Je disais que de la base vers le sommet, c'est la bonne approche. Et nous voyons que la science nous donne des sujets clés sur lesquels je veux réfléchir maintenant. Que pouvons-nous faire si nous voulons qu'augmente l'ambition pour l'adaptation? D'abord, rehausser cette gouvernance à multiniveau pour avoir une action cohésive, cohérente dans les changements climatiques. Et nous voyons que cela se fait en vertical, à l'horizontale, toutes coordonnées incluses. Et cela doit se voir au niveau local, régional, national, continental et même globalement. Nous devons renforcer la planification, le monitoring et augmenter l'ambition. C'est essentiel pour cela. 85% des pays ont un instrument de planification pour l'adaptation au niveau national. Nous ne parlons pas seulement de plans nationaux, mais de plans locaux. Nous parlons aussi d'adaptation de la communauté dans chacune des choses qu'elle fait. L'autre défi que nous affrontons, c'est comment nous allons faire le suivi de cette adaptation au niveau global. Comment nous allons faire un monitoring de l'adaptation locale, nationale, régionale, d'une façon qui soit cohérente. Nous devons encore explorer un long chemin pour pouvoir le faire. Un autre thème clé, c'est la mobilisation de ressources financières pour l'adaptation. Nous ne parlons pas seulement de financement pour la mitigation, nous en avons parlé longtemps. Maintenant, nous devons être très créatifs pour savoir quels instruments mobiliser pour l'adaptation et comment le faire. Il n'est pas facile de prévoir comment nous allons faire cette adaptation. La seule chose que nous savons, c'est que les finances publiques seront insuffisantes. Les gouvernements n'ont pas assez de chapitres dans leur budget et nous devons aussi mobiliser le secteur privé. Excellent. Et c'est extrêmement important que nous ne répétions pas des erreurs du passé par rapport à la mitigation. Il faut une adaptation généralisée dans nos agendas globaux et les politiques sectorielles. Il faut que ce soit une politique transversale. Et il est très important de se souvenir que dans l'agenda national, nous avons une série d'accords, mais que nous avons aussi les objectifs de développement durable pour l'année 2030. Et aussi quelque chose d'essentiel pour l'adaptation, c'est la prévention des catastrophes. Merci, merci beaucoup. Une harmonisation de façon cohérente. En faisant cela, nous voyons que l'évidence suggère qu'il est important d'avoir une intégration de politiques robustes qui soit cohérente. Je finis de façon très simple en vous disant de nouveau, nous ne pouvons pas oublier que l'adaptation se fait à toutes les échelles, à tous les niveaux, et que les impacts sont là au niveau global. Si nous pensons globalement, il faut savoir que nous devons partir de la base pour aller vers le sommet. Et en passant
à tous les niveaux que nous avons. Merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup, Maria José. Merci, Nathalie. Nous avons très peu de temps. Nous passons au panel suivant. Je demande aux intervenants suivants de venir nous rejoindre. Et nous devons nous adapter un peu plus au temps qui nous est donné. En ce moment, nous avons la présence de différents gouvernements régionaux et différents contextes. Ici, nous avons différentes expériences en abordant différents défis. Nous avons Monsieur Pere Aragonès, président du gouvernement de la Catalogne, Madame l'honorable Zoal Demir, ministre pour la Justice et l'Environnement, l'Énergie et le Tourisme du gouvernement de Flandre, Monsieur Javier Gallegos Barrientos, gouverneur régional de Ica, président exécutif de la Communauté régionale des Andes. Ensuite, nous avons l'honorable David Spears, membre du Parlement, ministre de l'Environnement et pour l'eau d'Australie du Sud. Chacun des orateurs va respecter le temps et va transmettre un message très bref, succinct. Et pour ce panel, nous allons nous occuper des façons différentes dont les différentes régions ont pu augmenter l'ambition pour l'adaptation de leurs plans et vont nous parler d'actions de résilience au niveau climatique. Nous allons commencer par entendre Monsieur Pere Aragonès. Comment avez-vous été capable, Monsieur le Président, de mettre en pratique votre adaptation? Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Vous m'entendez bien? Merci. Je tiens à remercier Regions 4 de m'avoir invité à former partie de ce groupe. Laissez-moi vous donner deux chiffres sur la Catalogne. 7,5 millions de personnes, avec un produit intérieur brut de 241 millions d'euros. La capitale Barcelone est partout parce que tout le monde la connaît bien. Et après avoir dit cela, et après avoir laissé bien clair cette chiffre, je vais être très bref pour me centrer sur d'autres sujets que je tiens à souligner pendant le temps que l'on m'a donné, sans répéter les points cités auparavant par mes collègues. J'aimerais commencer en mettant en lumière, en insistant sur l'engagement de la société civile de la Catalogne à faveur de l'environnement. Un engagement qui explique pourquoi le gouvernement de la Catalogne a été pionnier en Espagne à créer un ministère consacré à l'environnement. En 1992, nous avions participé déjà à des sommets et cela explique comment le gouvernement catalan n'a pas commencé de zéro. Nous avons construit une structure institutionnelle très solide avec une série de hiérarchies qui se recoupent entre elles pour pouvoir adapter l'expérience que nous avons et pour pouvoir faire le changement. En ce sens, j'aimerais souligner le travail réalisé par le Conseil pour le développement durable de la Catalogne, créé en 1998, le Bureau de Catalogne pour le changement climatique, le premier de tous les acteurs sous-étatiques qui a fait de grands apports, comme la stratégie catalane pour l'adaptation au changement climatique. Grâce à ce legs, la Catalogne, au COP 21 à Paris en 2015, avait promu l'initiative Regions Adapt. Notre objectif a toujours été d'assurer que les gouvernements nationaux et les locaux puissent montrer à la communauté internationale que nous avons un rôle essentiel pour implanter les politiques en faisant de notre territoire des territoires plus résilients et surtout en montrant que nous pouvons renforcer la collaboration à multiniveau et entre plusieurs agents sociaux pour pouvoir lutter de façon efficiente contre le changement climatique. En d'autres termes, nous avons besoin de comprendre que la lutte contre le changement climatique est une lutte partagée et qui nous concerne absolument tous, et que nous avons donc besoin de renforcer la coordination à multiniveau pour multiplier l'effectivité des mesures que chacun de nous doit appliquer dans son pays.
La Catalogne a non seulement redoublé d'efforts dans sa lutte contre le changement climatique, nous l'avons démontré avec notre adhésion totale. En 2017, nous avons approuvé une loi très ambitieuse contre le changement climatique, la première de tout le sud de l'Europe, en montrant l'engagement très clair de cette taxe verte pour devenir une économie zéro carbone en 2050. Nous avons apporté aussi des outils législatifs comme la loi de transition énergétique ou le renouvellement de la stratégie catalane au changement climatique. COP26 doit faire le plus possible pour atteindre des engagements déterminés pour que la température moyenne de la planète ne dépasse pas le 1,5. Il nous faut un engagement plein, total de toute la communauté internationale pour la planète, pour la vie. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une terre vivable. Mon pays est un exemple, je crois, parce que la température dans mon pays est de 1,6 de plus que l'époque industrielle. Et nous voyons que ce dernier samedi, nous avons même eu des températures de plus de 30 degrés dans les Pyrénées de la Catalogne. Nous voyons que nous avons des phénomènes très différents. Et finalement, nous aimerions souligner la température des eaux marines qui a augmenté de 0,32 degrés par an, avec un niveau de la mer qui, chaque 10 ans, augmente de 3,7 cm à cause de la vie que nous menons. Notre vie provoque un changement climatique et cette urgence globale sont le résultat direct de notre façon de produire, de distribuer et de consommer. C'est pour cela que nous devons suivre le modèle que nous sommes fixés dans la stratégie et la transformation de notre forme de production. C'est un changement qui demande un investissement extraordinaire, bien sûr, qui équivaut à l'urgence que nous devons aborder. Et ici, la Catalogne va profiter dans l'Union européenne de cette possibilité qu'elle a de contribuer à ces fonds. Merci beaucoup. En ce moment, nous avons plus de 115 millions. Je regrette, mais nous n'avons plus de temps. Nous avons investi en énergie photovoltaïque. Transformation du modèle de production doit être conçue en tenant compte de la diversité des besoins. Trop souvent, l'agenda urbain et le rural choquent entre eux alors qu'ils doivent affronter les besoins du changement climatique. Il faut assumer que nous... Je vais terminer maintenant. Il est urgent que nous ayons une ambition transformatrice. J'espère que mon explication et les exemples que j'ai donnés vous auront été utiles. J'étais heureux d'entendre l'exemple et les réalités que vous avez commentées. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons maintenant Madame Zohra Demir qui va intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À cause des obligations que j'ai dans mon cabinet de gouvernement, je ne peux pas être à Glasgow. Je vous dis bonjour depuis les Flandres. Comme d'autres endroits du monde, les Flandres a déjà vécu les effets du changement climatique. Un des problèmes les plus importants est la cible générale qui est l'eau de pluie qui, en ce moment, fait déborder certaines de nos rivières et nous voyons que cette eau se perd et qu'elle se précipite dans la mer. Il y a donc une différence très importante entre notre situation en hiver et la situation d'été, à cause aussi de la densité de population si élevée que nous avons et à cause du manque de rivières dans certaines zones. Notre région est très vulnérable à la sécheresse. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré un plan, le nommé Accord bleu,
avec notre gouvernement pour aborder, relever ces défis. Ce que nous faisons, c'est d'abord stimuler l'infiltration en restaurant les terrains humides pour assurer notre alimentation en eau. Beaucoup d'autres actions d'infrastructure se préparent pour l'avenir de Flandre et l'utilisation circulaire de l'eau est un principe général. Nous voulons réutiliser chaque goutte d'eau dans nos maisons, dans l'industrie. Ce que nous faisons aussi, c'est faire de la recherche et de l'investissement en innovation pour créer un système d'eau et d'arrosage beaucoup plus effectif. Nous voulons retenir davantage d'eau. L'eau que nous recevons dans la nature joue un rôle très important. Et les 50 dernières années, les Flandres ont perdu 75% de leurs marécages, de ces marécages. C'est pour cela que nous avons besoin de davantage d'aquifères, de marécages, davantage d'eau. Et nous allons travailler avec la nature, non pas contre elle. Ce que nous allons faire, c'est créer de nouveaux marécages, de nouveaux terrains humides, et nous allons tirer parti du potentiel de nos rivières. J'ai approuvé énormément de projets, comme par exemple des barrages, de rotation de cours d'eau pour nous adapter au changement climatique, mais aussi pour créer des opportunités pour qu'il y ait une biodiversité, de tout un environnement plus vert, plus sain pour nos citoyens. C'est-à-dire, c'est un pari gagnant. Notre accord bleu inclut plus de 70 mesures avec un budget de 60 millions d'euros. Je dirais que les communes et les régions doivent jouer un rôle très important pour pouvoir faire cette adaptation. Et en Flandre, nous voulons aussi apprendre d'autres régions. Nous voulons partager savoir, technologie, capacité. Et j'aimerais vous annoncer qu'ici aussi, en Flandre, va rejoindre Regions Adapt à cause de l'importance des sujets abordés. Nous allons continuer à collaborer. J'espère que notre histoire d'accord bleu pourra inspirer certains d'entre vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la ministre, et merci d'avoir respecté le temps. Nous avons maintenant Monsieur Javier Gallegos Barrientos, le gouverneur régional d'Ica. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Muy buenos días desde Perú. Les hago llegar el saludo del ingeniero Javier Gallegos Barrientos, gouverneur régional de Ica et président de la Mancomunauté régionale des Andes. C'est Julio Aurelio Rocas Méndez qui vous parle, gérant régional pour les ressources naturelles et gestion de l'environnement. C'est un honneur pour moi de participer à cette présentation sur les problèmes climatologiques du territoire de la Mancomunauté régionale des Andes. Dans cette réunion, dans notre région, il y a un projet très important qui a été mis en place pour ce processus d'adaptation, qui est précisément un projet de récupération des services écosystémiques, de régulation hydrique des microbassins de Guaufas, Yauta, Armate, Ucañe, San Pedro, Otoca, Leoncio, Prado, Salsa Santa Luisa et San Cristóbal, des affluents de Rio Grande, qui consiste en récupérer la capacité de renouvellement hydrique dans les microbassins cités. Le grand problème que nous avons ici, c'est précisément le problème de manque de ressources hydriques. L'état d'urgence a été déclaré en 2018 dans 4 régions qui forment cette macro-région. Et en 2019,
il y a eu l'urgence hydrique dans la province de Cisco, où l'on a vu où les cultures ont été affectées, mais aussi l'eau pour la consommation humaine. En ce sens, dans ce projet, on a pensé à construire des réservoirs de stockage hydrique. Ce sont des réservoirs de terre compactés et imperméabilisés avec des géomembranes, matériel synthétique. Nous avons de l'eau pour mettre en place des plantules dans un programme de reforestation pour organiser une régulation hydrique et stocker des ressources d'eau. En ce sens, dans ce projet de couverture végétale en amont des bassins pour stocker de l'eau artificielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous devons entendre le présentateur suivant. Merci. Merci, merci. Thank you so much. Our next speaker is Honorable Mr. David Spears. L'intervenant suivant, c'est l'honorable David Spears qui a envoyé une vidéo. Merci beaucoup. Bonjour, je suis David Spears et j'ai le grand privilège d'être le ministre de l'Environnement et de l'Eau d'Australie du Sud. Notre ministère est le responsable des politiques de changement climatique et des actions pour le changement climatique. Je serais ravi d'être avec vous à Glasgow à la COP26. Je suis d'Écosse, vous pouvez le deviner avec mon accent, mais j'ai vécu en Australie. Ça fait 20 ans que je vis en Australie. Je ne peux pas être avec vous à cause des restrictions de voyage et à cause des frontières internationales qui ne me le permettent pas. Mais je vais profiter de cette opportunité pour partager quelque chose de l'histoire d'Australie du Sud pour que vous voyez comment nous adaptons au changement climatique et comment nous avons entrepris un projet de succès pour l'avenir. Le sud de l'Australie a un niveau de vie, une qualité de vie très élevée, un niveau de zone verte que nous voulons maintenir pour l'avenir. Nous voyons que Adélaïda, nous sommes la meilleure ville pour vivre, la troisième ville meilleure pour vivre en Australie, la troisième meilleure pour vivre dans le monde. Nous avons un style de vie merveilleux. Regardez tout simplement ce que vous pouvez voir derrière moi. Des collines merveilleuses et nous avons aussi une agriculture productive. Nous avons beaucoup d'îles et nous avons 20% de notre territoire qui est formé par des parcs naturels. Nous avons la taille du Royaume-Uni. J'ai le privilège d'être celui qui s'occupe de tout ça, bien qui soigne tout ça du moins. Une des choses que je considère un grand défi, c'est maintenir ce type de vie, maintenir cet endroit tel qu'il est. Comment pouvons-nous le faire? Eh bien, nous devons construire la résilience dans nos villes, dans nos rues, dans nos paysages, dans notre voisinage. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie réellement plus de vert, plus de fraîcheur, tirer le meilleur parti de toutes les ressources, construire aussi la résilience sur toutes nos côtes de la façon la plus naturelle possible, en réalisant des études sur ce que nous devons faire. Regardez la ligne de côte. Nous travaillons énormément pour reconstruire nos plages d'une façon naturelle. Nous avons construit aussi des systèmes de canalisation pour pouvoir récupérer le sable que la mer avale. Bien sûr, ce que nous faisons, c'est bouger ce sable, mais nous voulons le faire d'une façon sensée. Nous voulons aussi reconstruire des dunes, reconstruire toutes nos sablières. Nous avons ici plus de 200 km de sablières. Mais ce que nous voulons faire aussi, c'est maintenir des endroits où les oiseaux peuvent s'installer, survivre et vivre. Et si nous entrons 100 mètres à l'intérieur,
nous avons une série de paysages et de conditions tout à fait différentes. Ce que nous voulons, ce sont des rues plus vertes. Nous voulons davantage d'herbes, de végétation dans les rues, devant nos maisons. Ce que nous avons fait, ça a été constituer une institution gouvernementale pour faire que nos villes soient plus vertes, plus fraîches. Nous voulons que les plantes vivent et les animaux. Nous voulons faire revivre nos vies. C'est ce que nous faisons en ce moment. Ce que nous faisons aussi, c'est apporter du financement pour planter davantage d'arbres dans les rues. Et nous devons trouver de façon meilleure de gérer nos ressources hydriques. Nous savons que c'est un bien rare, mais nous devons faire en sorte que les gens se sentent à l'aise, heureux de planter des petits jardins, des patios. Nous voulons des routes vertes. Et nous voulons aussi soutenir les personnes qui vivent au centre de la ville pour avoir des murs verts, des parois vertes. Et ce que nous voulons aussi, ce sont des négoces, des commerces verts et construire les bâtiments qui vont les accueillir. Nous pensons que c'est vraiment important de construire tout cela. Cette transition va présenter énormément de défis, mais un mode de déclaration de quelqu'un qui est responsable de ça, comme c'est mon cas, il faut affronter ces défis. Nous le devons aux Australiens du Sud, aux générations à venir, aux générations jeunes, pour que leur vie soit la meilleure possible au sud de l'Australie. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce message. Je tiens à remercier tous les intervenants. Monsieur Davis Pierce, en ce moment, je crois que nous avons écouté plusieurs messages importants et maintenant nous allons donner la parole à Monsieur Pablo Jurado Moreno, président de Congope, préfet de Imbabura. Monsieur Wilson va parler en son nom. Pour savoir comment nous allons pouvoir collaborer et mettre en place les actions pour l'avenir. 5 minutes, Monsieur Wilson, nous n'avons pas plus de temps. Merci. Recevez la salutation chaleureuse au nom du consortium du gouvernement provincial Congope, une institution qui regroupe les 23 provinces d'Équateur. Je vais commencer par dire que pour nous, le changement climatique au niveau local, au niveau provincial, est un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons vu des problématiques au niveau local, comme la dégradation des écosystèmes, les effets du changement climatique provoqués, des sécheresses, des inondations, pertes humaines, des incendies forestiers. L'Équateur a une grande diversité d'écosystèmes au niveau local. Depuis le Congope et depuis les gouvernements provinciaux, nous avons réalisé certaines actions qui sont pertinentes. Et l'une d'elles est comment le niveau provincial unit ses efforts d'autres niveaux du gouvernement, même pour arriver à un niveau intermédiaire où on établit des politiques pour que les politiques nationales et les agendas internationaux soient appliqués, matérialisés au niveau du territoire, tenant compte du contexte de la gouvernance en multinivel. Depuis Congope, nous encourageons par exemple le processus de mancomunauté entre différents niveaux de gouvernement ou entre les mêmes niveaux de gouvernement. Et cela pour établir des stratégies, des politiques locales de changement contre le changement climatique. Parce que l'une des problématiques au niveau local en Équateur, c'est la répercussion sur les modèles de vie de la population locale. Et finalement, dans tout ce contexte, ce que nous avons établi, ce sont des outils, des politiques, des stratégies à travers la conclusion des stratégies politiques.
provincial. Au niveau national, c'est un des premiers efforts que nous avons fait. J'ose dire qu'au niveau de toute l'Amérique latine, Équateur est un des exemples en établir un des diagnostics provincial. Avec ça, nous générons des politiques locales et générons des actions, établissons des mesures pour mitiger et combattre les effets du changement climatique. Nous lançons un appel à tous les gouvernements sous-nationaux du monde, sur le contexte d'Amérique latine, à démontrer leur volonté de soutenir les buts pour le changement climatique, pour contribuer à ce que chacun de leurs pays ont établi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilson. Merci. Merci pour ces commentaires. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, mais vous n'êtes pas le dernier orateur. Je suis ravie de pouvoir présenter le représentant de l'Organisation nationale de la Californie, son secrétaire, qui, à partir de son expérience qui va parler de son expérience en résilience et adaptation. D'après vous, comment pouvons-nous le faire à la vitesse, à la rapidité demandée? Merci. Merci beaucoup de me permettre de parler ici. J'ai passé ça fait plusieurs jours que je suis là. Il y a tellement d'informations que je vais maintenir un message très simple. Nous n'avons plus de temps. Nous savons en tant que gouvernements régionaux, nous sommes plus conscients que les nationaux. Pourquoi? Parce que nos ministres, maires, représentants sont proches de la vie, du quotidien, de leurs voisins. Ils savent parfaitement comment le changement climatique répercute sur leurs voisins. En Californie, nous sommes fiers des actions entreprises ces 20 dernières années, surtout pour la mitigation. Nous avons réussi à diminuer les gaz à effet de serre et nous avons quand même agrandi notre économie. Mais nous n'avons pas été assez rapides pour pouvoir affronter l'adaptation au climat, parce que nous pensions que c'était un objectif de planification pour l'avenir. Mais maintenant, nous devons l'aborder d'une façon consolidée, parce que le changement climatique accélère les impacts que nous avons déjà ici et maintenant. En Californie, un de chaque acre a brûlé et a été dévasté par les flammes les 2 dernières années. Ma fille, qui a 7 ans, et comme des millions d'enfants, ne peut plus jouer dehors en de longues périodes, pour longtemps, dans cette zone, à cause de la fumée toxique qu'il y a. Nous avons dû aussi donner des alimentations en eau d'urgence, parce que nous avons une série de communautés qui n'ont pas pu y accéder et qui n'ont pas pu contrecarrer la sécheresse. Dans certains endroits de Californie aussi, comme dans beaucoup d'autres, ont subi des vagues de chaleur extrêmes. Nous parlons de 130 degrés Fahrenheit ou 34 degrés Celsius. Il y a beaucoup de gens comme nous dans le monde, mais il semblerait qu'ils ne se rendent pas compte de ce changement, mais d'autres en ont pleine conscience, comme par exemple le gouvernement régional d'Andalousie, celui de Jalisco, en Afrique du Sud aussi. On parle de la sécheresse. Depuis l'Allemagne jusqu'au Bangladesh, on parle des inondations. Nous savons que ce sont des problèmes urgents à saisir au collet. Et ma suggestion, je suggérerais de répondre à cet effort qu'il faut faire. Depuis les Nations Unies aussi, nous devons nous assurer que nous partageons toute l'information au niveau correct, que l'information correcte est donnée des personnes correctes vers les personnes correctes. Bien sûr, le traitement de la résilience est quelque chose de si différent, de si localisé, de si précis. Nous voyons que les stratégies qui fonctionnent quelque part peuvent ne pas fonctionner ailleurs. Donc, il est important que les élus de haut niveau se réunissent dans des forums comme celui-là, par exemple, qui sont très importants pour établir une série de stratégies transversales. En Californie, nous avons les plans
d'actions sectorielles sur ce que nous faisons, sur ce que nous allons faire, par exemple, pour les inondations, les sécheresses, les incendies, en essayant surtout de protéger les communautés les plus vulnérables, toujours poussés par la science, mais sans oublier les apports financiers qui doivent être là. Je suis ravi d'être ici et je crois que tous ceux qui appartiennent à des gouvernements régionaux, locaux, devront diffuser le message d'une action urgente tout de suite, maintenant, et que les Nations Unies doivent nous aider à nous autonomiser pour que nous apprenions tous les uns des autres. Merci beaucoup, excellent. Merci. Merci pour votre participation. Et maintenant, à cause du temps qui nous reste très peu, nous arrivons à une phase de conclusion. Nous avons les attentes des gouvernements régionaux. Que vous engagez-vous à faire pour cette campagne pour la résilience? J'ai là le ministre régional de Lombardie, M. Gattineo. En septembre 2021, le gouvernement de la Lombardie, avec le gouvernement de l'Écosse, organisait un événement pré-COP qui a constitué un segment spécial pour la COP avec des recommandations spéciales. Vous pouvez le partager avec nous et nous dire ce que ça a à voir avec les gouvernements nationaux et comment nous devons faire les choses. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Merci à vous tous. D'abord, je tiens à vous dire que je regrette énormément de ne pas pouvoir être là en personne avec vous. Je ne peux pas y aller pour des raisons de famille personnelles. Quoi qu'il en soit, vous avez ici, de ma part, tout le soutien de ma région et le mien. Nous avons pu nous réunir le 30 septembre dans la région de Lombardie, soutenu par Regions Force et avec la coopération du gouvernement de l'Écosse qui a organisé cet événement COP26 avec cette discussion et nous avons pu établir une déclaration conjointe pour l'adaptation et la mitigation avant le COP26. Tous ont souscrit font partie de notre déclaration, celle que nous allons élaborer et signer mercredi prochain. Et c'est un honneur, un véritable plaisir pour mon pays, pour ma région, de participer à un événement si important, un moment essentiel, crucial, avec une critique. Mais ce que nous faisons en tant que région est aussi très important. Et j'espère que nous serons capables d'augmenter le rôle de nos régions et de nos gouvernements régionaux à cette échelle. Aujourd'hui, après un processus consolidé de consultation, nous en sommes à la déclaration et à la diffusion du document que nous allons partager tous les gouvernements nationaux et tous les participants de COP26. Dans cette déclaration, les gouvernements régionaux annoncent, proclament leur ambition, leur volonté d'accélérer les actions et la volonté que soient reconnus les rôles essentiels en première ligne et le besoin d'accélérer l'action pour l'adaptation et la mitigation du changement climatique. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas en train que nous n'atteignons pas l'objectif de 1,6 degrés. Donc, il faut aller plus loin. Nous parlons donc de 5 points précis. D'abord, les émissions. En 2050, nous devons avoir 0 émission de CO2 et tous les pays doivent répondre avec leurs apports, avec les politiques qui les soutiennent. Et ensuite, nous avons une ambition, la volonté croissante, l'ambition croissante par rapport à la résilience en révisant et appliquant des plans d'adaptation nationaux qui doivent incorporer des ambitions conjointes de résilience, d'adaptation, qui seraient l'origine pour assurer le co-bénéfice d'une cohésion économique et sociale plus solide
Troisième, gouvernance multiniveau. Les gouvernements nationaux ne vont pouvoir atteindre que les objectifs climatiques et les ambitions que si les acteurs régionaux et locaux leur fournissent tout leur potentiel. Et c'est notre travail à nous de nous faire entendre pour être incorporés dans cette mission croissante. Au niveau institutionnel, nous avons ici un changement constitutif à l'échelle de toutes qui doivent promouvoir la coopération en partageant les leçons apprises et avec une éthique à plusieurs niveaux. Et finalement, mobiliser des ressources financières pour l'adaptation pour que nous puissions atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ce qui est essentiel. Et pour cela, nous devons développer du capital pour le gouvernement au niveau local et régional. Nous devons trouver des mécanismes comme par exemple le fonds vert pour stimuler fortement et soutenir la gouvernance régionale, y compris ces mécanismes de financement au niveau local ou régional, c'est-à-dire pour conclure, les régions s'engagent à augmenter leur ambition, leur résilience et à tirer le meilleur parti de ce moment historique pour entreprendre une série d'actions qui vont promouvoir l'adaptation, y compris toutes les régions possibles, pour que les régions parlent avec une seule voix pour amalgamer les meilleurs experts et les meilleures pratiques. Nous avons besoin de davantage de coopération. Échanger simplement sur les projets des uns et des autres n'est pas suffisant. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Rafael Cattaneo. Maintenant, nous avons l'honneur d'inviter Monsieur Eduardo Troani, département de l'environnement de São Paulo, Brésil, de venir nous dire quel a été l'engagement que vous avez assumé à Regions 4 et ce que cela signifie surtout au niveau de São Paulo. Un engagement précis, concret dans cette course pour la résilience. D'abord, je tiens à remercier de tout cœur l'opportunité que vous me donnez d'être ici. Madame Tapia, merci beaucoup pour votre invitation. En ce moment, je représente São Paulo. Où nous voyons qu'il est important de parler de résilience. Pour une ville comme São Paulo, avec 46 millions d'habitants, ça a une importance bien particulière. Nous avons vu qu'il y a un accord qui a été établi pour les émissions. Nous avons aussi adopté les engagements internationaux pour pouvoir mettre en place cette adaptation. Mais nous voyons qu'en 2026, au Brésil, São Paulo va jouer un rôle beaucoup plus important. Pourquoi? Eh bien, parce que nous prétendons vraiment élaborer un agenda de mitigation et d'adaptation. Et nous voyons que la participation de São Paulo a déjà été sollicitée et elle a été importante depuis 2015 avec Regions 4. Et ce que nous avons fait, ça a été rejoindre la campagne pour la course pour la résilience. Rappelons la conférence antérieure pendant laquelle nous avons dit qu'il fallait que les gens, que nous devions mettre la résilience à l'agenda des gens. Et c'est le point le plus important parce que d'autres pays, d'autres personnes, comme l'a dit mon collègue, je suis tout à fait d'accord avec lui, il est très important, c'est très important parce que nous avons une dette. La dette, une dette d'inclusion, d'inclure les plus vulnérables. Nous parlons de résilience, nous parlons de 45 millions de personnes qui vivent à São Paulo. Nous voyons que 90% d'entre eux sont ceux qui subissent les conséquences du réchauffement global, par exemple. Et pour eux, le seul
thème. La seule solution, c'est que nous puissions établir des alliances avec le système, avec le secteur privé pour que change la situation. Et ça, c'est la figure à l'agenda que nous avons au Brésil. Et c'est très important aussi pour Regions 4 et pour le projet de Regions Adapt. Nous voyons que nous travaillons pour ces plans contre la rareté de l'eau, pour la sécurité hydrique. Nous avons aussi une série de projets d'adaptation qui incluent aussi la reforestation, l'agriculture. C'est quelque chose que nous devons faire. Et nous devons aussi fournir des moyens en élaborant des programmes contre les catastrophes naturelles, parce que ce sont les plus vulnérables. Les plus vulnérables sont ceux qui ont subi ces conséquences. Et ce que nous faisons en ce moment, avec l'aide de Regions 4, c'est élaborer un programme. Et nous voyons que au gouvernement du Brésil, il y a un nouveau programme qui s'élabore appelé Résilience municipale, qui inclut l'ambition d'une grande reforestation avec plus d'1 million d'hectares qui vont être restaurés et qui implique 2,5 millions d'arbres. Je crois que c'est le projet de reforestation le plus important que nous avons au Brésil en ce moment. Nous avons d'autres exemples aussi, des projets qui vont multiplier la gouvernance. C'est quelque chose que je partage avec mes amis Susana Carvalho, Fernanda Perissoy, qui, elles, ont élaboré des programmes sur ces capacités à l'échelle municipale. Le rôle des États est vraiment de transférer toutes les connaissances aux agendas locaux et régionaux. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis d'intervenir ici. Merci beaucoup. Excellent. Merci, Eduardo. Et voilà, maintenant, nous avons aussi la présence de Madame Arantxa Tapia qui nous rejoint de nouveau. Laissez-moi vous dire quelques mots à titre de commentaire de fin de travail. Pour en revenir à la déclaration du gouvernement régional présentée ici aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est un message collectif de tous les groupes et de tout le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. C'est une exigence de davantage de collaboration, d'inclusion, de reconnaissance et de gouvernance à toutes les échelles. Bien évidemment, la représentation des territoires implique aussi ce sont ceux qui subissent en première ligne les conséquences du changement climatique. Ce seront des propositions résilientes. Nous avons des propositions innovatrices. Nous sommes connectés avec tous les secteurs de la société pour la gouvernance. Nos aspirations pour la COP26 sont soutenues par les propositions et les ambitions dont nous avons entendu parler aujourd'hui. Et nous essayons de les mettre en place. Nous voulons les entendre, bien sûr, mais aussi les appliquer, les matérialiser. Elles sont aussi soutenues par les engagements pris par les gouvernements membres de Regions Adapt. Et bien sûr, nous devons aussi augmenter ces campagnes de résilience. Et nous devons augmenter notre ambition par rapport à cette réduction d'émissions pour en 2030 d'abord, et ensuite en 2050, les réanalyser pour arriver à la neutralité climatique. Et nous devons mesurer les impacts de nos actions pour arriver à la résilience en 2040. Nous devons travailler en collaboration, en promouvant la gouvernance à plusieurs échelles. Et nous avons des associations pour cela, comme Regions 4. Et nous nous engageons à intervenir, à agir de façon solidaire, en mobilisant des finances, des ressources financières et surtout en aidant les zones qui ont le moins de ressources. Nous voyons que COP26 est une espèce de jalon dans cette course de longue haleine que nous avons entreprise en ce moment. Et nous devons répondre aux engagements qui découleront du sommet de cette année avec des résultats concrets à court terme et avec un impact réel. J'invite tous les gouvernements, les associations, les associations internationales à rejoindre cette
Region Forge, pour que tous ensemble nous puissions avoir une communauté plus forte entre tous et que nous puissions continuer à lutter pour un changement climatique, contre le changement climatique, pour un climat plus sain. C'est quelque chose à aborder dans les années à venir. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Oh, sorry. It looks like I was speaking to myself there. Excusez-nous, il semblerait que le Thank you son... so much, Mrs. Excusez-moi, Honorable je parlais avec moi-même. Merci beaucoup, Madame Aranza Tapia, présidente de Regions Forge, pour vos commentaires. Un mot de clôture. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin d'une séance extraordinaire. Je tiens à remercier tous les intervenants pour les apports chargés d'inspiration qu'ils ont faits. Nous avons vu aujourd'hui comment les gouvernements régionaux sont les défenseurs authentiques de cette transformation. Et nous ne pouvons pas oublier le chapitre financier, bien sûr, pour pouvoir maintenir ces actions accélérées. Les gouvernements demandent, réclament une collaboration à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, une multi-gouvernance. Et nous voyons que cela doit nous mener à zéro émission, à la résilience. Ici, nous avons entendu des messages extraordinaires. Nous allons continuer à partager ces messages qui sont clés, essentiels pour tous nos partenaires. Et nous allons faire connaître toutes les actions que nous en prenons. Pensons au 11 novembre. Je vous encourage à lire ces déclarations qui ont déjà été élaborées et vous les trouvez sur le site web de COP26. Nous allons faire un suivi et nous allons ouvrir un segment, un onglet pour toutes sortes de commentaires, d'apports que vous souhaiteriez faire. Et nous vous prions de partager tout ce que vous souhaitez partager avec nous. Merci. Merci à ces intervenants distingués. Nous voulons continuer avec vous pour renforcer les voix des régions et pour travailler tous ensemble pour un avenir résilient et durable. Je finis en disant que cet événement, cette rencontre se réalise un moment dans le pavillon multiniveau, d'action multiniveau. L'Écosse, la Californie sont unis à travers Regions Forge. Et pour vous qui êtes là-bas dans l'enceinte, laissez-moi vous dire de rejoindre le segment de Regions Forge dans COP26. Et là, nous pourrons faire un amalgame de toutes les opinions que nous avons entendues. Et j'espère que nous pourrons faire la photo de famille. Merci beaucoup d'avoir participé à une réunion aussi inspiratrice. Au revoir. COP26 is a critical turning point if the world wants to secure a future where people and planet can thrive together.
Local and regional governments are proving to be ready to meet the challenge, and Regions 4 will continue to catalyze this leadership and ambition for a sustainable, inclusive, and climate-resilient future.